Il est 13 h, bonjour et bienvenue sur la chaîne qui rassemble à la une de cette édition. Nous ouvrirons donc ce journal à la nouvelle cité d'Aïwaï, à Songon, route de Dabou. C'est le site où sont installées depuis quelques mois les premières familles déguerpies de l'emprise du 4e pont d'Abidjan. Dans quelles conditions sont-elles installées et comment s'est fait leur départ? Élément de réponse avec le duo Alexis Ouedraogo et Laure Goretti dans quelques 3 minutes. De Vavois à Brobo, en passant par Dianra, Cinématique, Oukong, le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le Conseil agricole et les acteurs de la filière coton sillonnent l'ensemble des zones cotonnières de Côte d'Ivoire pour tenter de mettre en place les conditions nécessaires à l'amélioration de la production nationale. Les Français se rendent aux urnes ce dimanche pour le premier tour des élections législatives afin de désigner les 577 députés qui siégeront à l'Assemblée nationale. Ils sont 6300 candidats et pour être élus dès le premier tour, ils devront décrocher la majorité absolue. Ce scrutin fait craindre une abstention record. La quinzaine nationale de l'environnement édition 2022 a été lancée le 5 juin dernier avec pour objectif d'accentuer la sensibilisation pour la protection de l'environnement. Il s'agit d'inviter chaque habitant de la Côte d'Ivoire à marquer une pause pour faire le bilan de ses actions posées en faveur ou contre l'environnement, notre bien commun. Chacun d'entre nous peut par exemple planter un arbre, en arroser un ou même rendre son cadre de vie sain. La quinzaine se tiendra, ou devrais-je dire, se tient autour de la commémoration des 4 journées mondiales et le thème général de l'édition est « Notre terre, notre futur ». Nous allons en parler aujourd'hui dans le cadre du magazine du dimanche. Notre invité est avec nous, c'est professeur Delphin Abeochou. Merci d'avoir accepté notre invitation, professeur. Vous êtes coordonnateur du projet WACA. C'est ça. Dites-nous un peu plus sur le projet. Le projet WACA est un projet d'investissement pour la résilience des zones côtières ouest-africaines, juste pour lutter contre la problématique de l'érosion côtière qui menace les vies des populations au niveau du littoral. D'accord. Voilà qu'on dormira un peu plus instruit ce soir. Merci et on se retrouve dans une demi-heure. On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs et le développement a un prix. Le 4e pont d'Abidjan reliant Yopougon à Djamé est en cours de finition, un projet dont l'emprise était occupée par des familles entières. Il a fallu les relocaliser et le gouvernement s'en est chargé et la cité Aïwaï est l'un de ces sites de relocalisation. C'est à Songon et nos reporters sont allés voir les conditions de leur installation. Laure Goretti et Alexis Ouedraogo, dites-nous tout. Mamadou, 48 ans, est ancien propriétaire d'une maison au quartier Santé, dans la commune d'Atekoubé. Il fait partie des personnes impactées par les travaux du 4e pont. Il a été recasé conformément aux promesses du gouvernement et vit aujourd'hui dans cette maison de 3 pièces dans la cité Aïwaï de Songon. Moi, j'ai cru effectivement que l'État allait construire des maisons. Ceux qui croyaient assez, ils ont les maisons. Maintenant, ceux qui ne croyaient pas maintenant, ils ont préféré prendre l'argent. D'autres sont restés là-bas. D'autres sont venus ici. Il n'y a rien à dire, en tout cas la maison est impeccable. Comme lui, Mariam, ancienne résidente du quartier Bourguibana, est aujourd'hui bénéficiaire de ce programme auquel elle ne croyait pourtant pas. Il y a beaucoup de gens qui ont dit que c'est faux, que ce qu'ils ont dit là, que c'est faux, ça ne peut pas faire, qu'ils ne vont pas faire ça pour nous. Je n'étais pas sûre pour dire que c'est vrai qu'ils vont construire une maison pour nous. Tu vois, non? Mais à part mon surprise, j'ai vu, je suis contente de tout ça là. Je ne sais même pas comment j'ai dit le reste. Locataires, propriétaires résidents et non résidents ont eu le choix de leur indemnisation dès les premières heures du processus. Lorsque les travaux du 4e pont ont commencé, il y avait des urgences. Le PTA était obligé de nous demander de délocaliser ces personnes qui étaient là. Mais la cité n'étant pas prête, alors le PTA a choisi des maisons. Si tu étais dans une 3 pièces, on te met, tu cherches une 3 pièces. Si tu étais dans une 4 pièces, tu prends la 4 pièces et qui était payée toutes les fins du mois par le PTA. Après, quand la cité a pris forme, on a demandé aux populations de venir maintenant et les populations viennent par vagues. Et les attributions se poursuivent dans cette cité bâtie sur 12 hectares dans la commune de Songon et qui compte quelques 417 logements de 2, 3 et 4 pièces.
À ce jour, 234 logements ont été déjà attribués. Restent quelques 125 autres en cours de réalisation, auxquels s'ajoutent les sites d'Ayama et d'Ibembe. Et parlons de logements décents. Un groupe d'investisseurs américains nourrit en ce moment un projet intéressant pour la Côte d'Ivoire. Ils en ont discuté cette semaine avec le ministre de la Construction. Les échanges ont porté sur la mise en place d'un cadre de coopération solide. Les explications de Lanciné Bakayoko. Parmi la délégation des hommes d'affaires américains en mission de prospection en Côte d'Ivoire, Vincent Defoez, intéressé par le secteur de la construction des logements. Face à Bruno Nabagné-Koné, le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, il a exprimé son espoir de voir des partenariats conclus entre les investisseurs étrangers et les hommes d'affaires locaux sous le regard bienveillant des autorités étatiques. Nous sommes venus pour obtenir un accord avec le ministre Koné en ce qui concerne la construction de logements sociaux pour le peuple ivoirien. Et nos capacités de production se trouvent entre 30 000 et 60 000 unités par an. Donc nous espérons pouvoir remplir une bonne partie de la demande ivoirienne pour pouvoir diminuer le déficit qu'il y a en matière de logement en Côte d'Ivoire. Bruno Nabagné-Koné a encouragé les membres de la délégation américaine à saisir toutes les opportunités qui leur seront présentées, indiquant que la Côte d'Ivoire reste un lieu d'affaires, un véritable gisement d'opportunités où les entrepreneurs peuvent libérer leur potentiel d'investissement. Nous essayons d'attirer vers la Côte d'Ivoire des investisseurs qui ont la capacité de nous accompagner financièrement, qui ont la capacité de nous accompagner techniquement. Et ici, nous avons vu des entreprises qui sont tout à fait en mesure de le faire. Donc nous sommes très intéressés par une collaboration. Au-delà du secteur du logement, les Américains explorent aussi d'autres domaines comme l'agroalimentaire, les mines et les services médicaux. Nous sommes le 12 juin 2022 et le 12 juin est consacré Journée mondiale contre le travail des enfants. Cette journée a pour objet de rappeler à tous à quel point la situation reste dramatique et que, par conséquent, nous devons plus que jamais combattre ce fléau avec une énergie et une détermination sans faille. Ici en Côte d'Ivoire, la lutte s'accentue chaque jour. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale rappelle ici les actions en faveur de la protection des enfants. Certains enfants font l'objet de traite ou sont forcés à travailler pour les besoins des adultes. Ils sont au nombre de 168 millions au monde, selon l'Organisation internationale du travail, OIT. Ce 12 juin, l'organisation consacre la journée contre le travail des enfants. Le thème choisi cette année est protection sociale et travail des enfants. Il vise à mettre les enfants à l'abri des vulnérabilités en s'attaquant à la principale cause du travail des enfants, qui est la pauvreté. En effet, la pandémie de la COVID-19 et la crise socio-économique qui en ont résulté ont eu un impact considérable sur la vie et les moyens de subsistance de nombreuses familles. Pour inverser la tendance du travail des enfants à la hausse, la protection sociale se présente comme une composante essentielle de la réponse à apporter. En Côte d'Ivoire, le travail des enfants est visible dans le secteur informel et l'agriculture. Mais des actions sont mises en œuvre pour sinon l'éradiquer, du moins le réduire à un niveau marginal. Ce sont près de 3 200 000 personnes qui se sont faites enrôler et parmi elles, plus d'1 million de personnes sont des primo-assurés. Le régime social des travailleurs indépendants, RSTI, développé par la Caisse nationale de prévoyance sociale, CNPS. Il vise à assurer aux travailleurs indépendants cotisants à la fois une pension de retraite par répartition, régime de base, et une pension de retraite par capitalisation. La loi sur l'école obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans, prise en 2015, participe à lutter contre le travail des enfants.
Nous devons construire un monde dans lequel chaque enfant peut vivre une enfance normale, être en bonne santé, aller à l'école avec des parents qui, eux, doivent pouvoir disposer d'un travail décent. Le message du gouvernement a été recueilli par Didier Nguessan et Jérôme Begré. On en vient maintenant à cette signature de convention portant sur 6,5 milliards de francs CFA entre la BAD, la Banque africaine de développement, et la SICARE, la compagnie commune de réassurance. Une convention d'investissement très appréciée car elle devrait permettre l'augmentation des capacités de souscription du réassureur. On retrouve Lanciné Bakayoko, chef du service économie de la rédaction. Bonne nouvelle pour le secteur de la réassurance en Côte d'Ivoire. La Banque africaine de développement est entrée dans le capital de la compagnie commune de réassurance des États membres de la conférence interafricaine des marchés d'assurance SICARE. Montant de l'opération, 6,5 milliards de francs CFA. L'entrée de la BAD permettra ainsi donc à la compagnie de renforcer sa résilience à la surveillance d'un risque important, de renforcer son cadre de gouvernance avec un probable effet sur sa notation financière et de renforcer l'accompagnement des États membres dans leur développement économique. Le partenariat avec la BAD vise avant tout à renforcer la solidité financière de la compagnie, soutenir la croissance des activités du réassureur communautaire, tout en enrichissant son expérience multisectorielle. Nous nous réjouissons donc de ce premier partenariat avec la SICARE, qui s'inscrit dans le cadre des interventions stratégiques de la Banque visant à accroître notre contribution de développement du secteur de la réassurance en Afrique, en contribuant à l'émergence et au développement de solides acteurs africains capables de compétir aux standards internationaux. Le ministre de l'économie et des finances, Adama Coulibaly, a supervisé l'opération qui permettra de développer des marchés de capitaux domestiques grâce à la rétention d'une part substantielle des primes de réassurance générées localement. Je voudrais encourager la SICARE à renforcer sa contribution au financement du développement de nos États par une promotion de plus en plus accrue des activités d'assurance et de réassurance dans notre zone. À la fin de cet exercice, les fonds propres de la compagnie devraient se situer à plus de 90 milliards de francs CFA. À présent, direction les champs. On va s'intéresser à la culture du coton. La filière se porte assez bien, mais ses acteurs veulent aller encore plus loin. L'objectif cette année, c'est 580 000 tonnes qui sont attendues. Et pour l'atteindre, le FIRCA a entamé une tournée dans les zones cotonnières pour faire le bilan de la campagne écoulée et surtout créer les conditions nécessaires à l'amélioration de la production nationale. N'est-ce pas, Lanciné Bakayoko? Vavois, Dianra, Sinematiali, Kong, Brobo sont les localités de production cotonnière qui ont été visitées par les encadreurs de la chaîne de l'or blanc. Il est important que nous venions vers vous, chers parents producteurs, pour recueillir non seulement votre appréciation des activités d'assistance technique, mais surtout pour relever vos attentes afin que l'objectif d'améliorer vos conditions de vie soit une réalité. Cette tournée vise à améliorer la technicité des producteurs, l'augmentation des rendements et l'accroissement substantiel des revenus des paysans. Les producteurs apprécient l'appui constant des organes d'encadrement, mais s'inquiètent également de la flambée des prix des intrants, liée probablement à la conjoncture internationale. Nous étions pessimistes face à la montée des prix des intrants. Le représentant de l'État était là, les représentants de la filière coton étaient là. Ils nous ont rassurés que c'est une situation générale et l'État de Côte d'Ivoire est en train de tout mettre en œuvre pour soutenir tous les producteurs et notamment les producteurs de coton. À l'issue de la tournée, les dirigeants de la filière coton rassurent les producteurs que des solutions seront prises par l'État pour qu'ils puissent continuer de produire le coton dans les meilleures conditions. Il y a le programme national d'investissement agricole, le PNIA deuxième génération. L'un des objectifs de ce programme est de permettre aux producteurs de toutes filières confondues d'avoir un revenu décent, c'est-à-dire d'avoir un revenu qui les permet de pouvoir vivre décemment, de pouvoir s'occuper de leur famille. Selon les sociétés cotonnières,
La récolte atteindra les 580 000 tonnes en 2022, un record. À fin novembre 2021, ce sont 248 000 tonnes de fibres de coton qui ont été exportées par la Côte d'Ivoire vers une vingtaine de pays dont les plus importants sont le Pakistan, le Bangladesh, le Vietnam, la Chine et la Turquie. Une caravane dans les zones cotonnières qui a lieu dans le respect strict des mesures barrières, car le coronavirus est bel et bien toujours parmi nous. Ce virus refuse de s'en aller. L'invité indélicat s'attelle même à s'installer durablement. Au moment où nous baissons la garde, il reprend le dessus. Hier encore, il a touché 74 personnes. Ces nouvelles contaminations portent à 82 467 cas confirmés avec 106 cas actifs et 799 décès enregistrés. Les autorités sanitaires nous invitent à ne pas baisser les bras car la lutte continue et nous finirons par vaincre. Il suffit d'être discipliné en respectant les consignes et il faut se faire vacciner car en vérité, je vous le dis, le coronavirus tue. Et comme la mort et la vie boxent dans la même catégorie, on va plutôt célébrer la vie. On va rendre hommage à celle qui donne la vie. Première étape de ce chapitre, fête des mères, Yopougon, au nord d'Abidjan. Le ministre Adama Diawara a remis des cadeaux à environ 2000 mamans. Nos témoins sont Khalil Diomondé et Sephora Zegui. Atmosphère chaud bouillante ce samedi à Yopougon, Trois-Rouges. Plus de 2000 femmes issues de toutes les associations féminines de la commune réunies pour festoyer à l'occasion de la fête des mères. Ce moment est offert par Adama Diawara, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Au menu de la célébration, prestations artistiques, concours Miss Aoulaba et partage de présents aux mamans des différents groupements. Depuis que nous sommes à Yopougon, on n'a pas encore eu ce genre d'événement. Il y a eu une variété de musique de chaque région et tout ça, vraiment, ça m'a vraiment fait du bien. Toutes les femmes ont eu les cadeaux aujourd'hui. En tout cas, nous tous, nous avons eu les pagnes et des beaux pagnes. Nous disons grand merci à notre parrain. On profite de l'occasion aussi pour dire merci à maman Dominique pour le fonds FAFSI. J'invite mes sœurs à la cohésion, à l'entente et la solidarité. Adama Diawara s'est félicité de l'initiative et rassure les femmes quant au financement de leurs activités. Elles se sont mobilisées en transcendant toutes les barrières régionales, ethniques, religieuses, politiques. C'est ça aussi la grande commune de Yopougon, Yopougon la cosmopolite. Il faut qu'elle demeure des soupapes de sécurité, des soupapes de cohésion, d'union, de fraternité. Nous allons mettre bientôt en place un petit fonds de solidarité pour les femmes et les jeunes de Yopougon. En plus du fonds de soutien qui sera mis à leur disposition pour accompagner leurs différents projets, elles bénéficieront d'une campagne gratuite de dépistage contre le cancer du sein et celui du col de l'utérus. La dite campagne couvrira l'ensemble des quartiers de la commune de Yopougon durant les mois de juillet, août et septembre 2022. C'était une journée de grand bonheur pour les femmes de Yopougon parce que pendant ce temps, le premier adjoint au maire de la commune donnait aussi le sourire à quelques milliers de femmes d'Andokwa, cité policière et château. Chacune d'elles a reçu un complet de pagne dans le cadre de la célébration de la fête des mères. Frédéric Oulaye à Boussanogo. Une semaine après la célébration officielle de la fête des mères, Issoufou Koulibaly à nouveau sur le terrain pour communier avec les populations et surtout avec les femmes du sous-quartier de Yopougon. À Andokwa, cité policière, le premier adjoint au maire de la commune de Yopougon est allé à la rencontre de ses mères, les mains chargées de pagne. Autre lieu, Andokwa Château, la mobilisation était au rendez-vous. Les femmes ont tenu à exprimer leur reconnaissance au maire Gilbert Kafanakone à travers son premier adjoint. On nous a dit que c'était aujourd'hui samedi, que la femme doit être honorée, que c'est la fête des mères. La maman doit être honorée. C'est la maman qui fait tout, qui a l'honneur aujourd'hui. La maman qui est la charge de la famille, la charge des enfants. Issoufou Koulibaly a reconnu le rôle et l'importance de la mère partout où il est passé. Il a ensuite appelé les populations
à plus de cohésion et de fraternité. Nous parcourons les différents quartiers de la commune de Yopougon. Partout il y a des regroupements de mamans, partout il y a des regroupements de femmes pour leur transmettre le message de reconnaissance, le message du ministre d'État. Leur dire qu'elles ont mérité de la nation, elles méritent de la commune, compte tenu de tout ce qu'elles font d'abord dans leurs familles respectives, en tant que mères, tout ce qu'elles endurent en tant que femmes au foyer et tout ce qu'elles font aussi également pour la cohésion de la commune de Yopougon. Issoufou Koulibaly a affiché la volonté du premier magistrat de la commune de Yopougon, Gilbert Kafana Koné, de traduire en acte les projets du président de la République Alassane Ouattara en vue d'améliorer les conditions de vie et de travail des couches défavorisées de la commune. Il est prévu pour les jours à venir la mise en place de fonds additionnels pour les femmes et les jeunes. Reportage Frédéric Oulaye, Aboussanogo et Djamasso. On quitte Yopougon, on met le cap sur la cité des affaires, le plateau. On se rend directement au cabinet du ministre des Ressources animales et halieutiques qui a lui aussi rendu hommage aux mamans de son département en les invitant à plus de cohésion. Le reportage de Dangui Dangui. Les femmes du ministère des Ressources animales et halieutiques célébrées par Sidi Touré dans les locaux du tribunal du travail au plateau. Cette initiative qui s'inscrit dans le cadre de la fête des mères a été saluée par ces femmes du ministère. Notre ministre vient de nous faire quelque chose de très marquant. Célébrer une femme, c'est avoir de la considération pour elle. La mère, c'est celle qui porte l'enfant, c'est celle qui allaite l'enfant, donc elle mérite d'être célébrée. Au-delà des symboles, des cadeaux et des festivités, le ministère dit vouloir envoyer un message de reconnaissance et d'invitation à la cohésion à ces femmes. Elles qui sont les premières à venir au bureau, généralement elles sont les dernières à repartir. Donc nous ne pouvons pas rester indifférents face à tout ce travail qui est fait par ces braves femmes. Nous sommes venus les magnifier, leur reconnaître le mérite qu'elles font pour le ministère des Ressources animales et halieutiques. Environ 150 femmes ont été célébrées par le ministère des Ressources animales et halieutiques dans le cadre de la fête des mères. Lieu, autre célébration. Je vous emmène à Diokwe, dans le Guémont, c'est à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Sur place, le lycée moderne était en fête. On y célébrait l'excellence. Et les 32 meilleurs élèves de l'établissement ont été récompensés en présence de notre reporter Franck Quadio. Le lycée moderne de Diokwe en fête. La célébration de l'effort au menu du jour, l'attraction, ce sont les meilleurs élèves de l'établissement. Une journée de l'excellence donc qui consacre les efforts de ces élèves qui reçoivent numéraires et ouvrages scolaires. La super lauréate Korotoumou Pengen Koulibaly a quant à elle reçu un ordinateur portable des mains du parrain Ibrahima Doumbia. Je suis très heureuse de ce prix que j'ai reçu. J'exhorte tous mes camarades à faire pour moi parce que nous sommes appelés à être les cadres de demain. Mettons-nous au travail. Une célébration de l'excellence mise à profit par les acteurs de l'école, l'autorité traditionnelle et administrative, mais aussi par le parrain pour prodiguer de sages conseils. Je vous exhorte à aller à l'école, à respecter vos enseignants. C'est très important. Pour qu'ils vous donnent le meilleur du savoir. Le savoir ne peut jamais être payé. Ibrahima Sissé, meilleur préfet de Côte d'Ivoire au prix d'excellence 2021, a aussi exprimé ses encouragements à ses 32 élèves primés qui entendent faire mieux l'année prochaine. De Diokwe, on va prendre la route pour Gagnoa, c'est à quelques 200 km. Là-bas aussi, on a fait la fête. Le village de Tchadjelé a rendu hommage au directeur de l'école primaire. À Capeux, Djoka Athanase y a quand même passé de nombreuses années, 17 ans au total, au service donc de la communauté, au service de l'école ivoirienne. On suit le récit de Mahama Traoré. Rare de voir un enseignant être célébré pour service rendu à une communauté. Pourtant, le village de Tchedjelé, à 7 km de Gagnoa, a tenu à le faire en cette fin d'année scolaire pour le désormais ex-directeur de l'EPP Tchedjelé 1, Athanase Akapeu. En 17 ans de labeur, l'homme aura contribué à améliorer le niveau des élèves de cet établissement. Outre l'encadrement des apprenants, Athanase Akapeu a su s'intégrer à la communauté rurale. Nous sommes dévouements au travail. Notre école continue de figurer parmi les meilleurs du pays au titre des résultats de l'entrée en 6e. Dans le cadre du Festival national des arts et cultures en milieu scolaire, dans la discipline chorale, notre école a été hissée au sommet. Pour tout le travail abattu,
Tchedjele rend hommage à Athanase Akape. Reconnaissance traduite par le sous-préfet de Gagnoa, Moussa Soumaoro, le chef du village de Tchedjele, Lambert Bizier, et les cadres. Avec un pincement au cœur, nous assistons au départ du directeur de l'école qui, ces 5 dernières années, nous a donné les meilleurs résultats possibles avec 100% de réussite à l'entrée à 6e et au CEP. En tant que cadre du village, je ne pouvais pas ne pas assister à cette fête de séparation, mais en même temps à cette fête où nous couronnons nos meilleurs élèves. Merci au chef du village, merci à sa notabilité pour la collaboration, vraiment pour l'amour qu'il m'a apporté. Merci au village, à tous les cadres du village, qu'ils soient à Abidjan et partout, qui ont été à notre écoute pendant l'exercice de notre fonction et qui nous ont accompagnés dans notre vision du travail bien fait. Pour la suite de sa carrière, Athanase Akape va suivre une formation à l'école normale supérieure ENS après admission sur un concours professionnel. Qui cherche la perfection obtient l'excellence et l'excellence est toujours récompensée. En Côte d'Ivoire, il existe une journée nationale de l'excellence qui vise à distinguer les citoyens les plus talentueux de la société, ceux qui, par leur exemplarité professionnelle ou scolaire ainsi que dans leur vie quotidienne, font la promotion des valeurs qui concourent à l'édification de l'Ivoirien nouveau. Pour 2021, il y a quelques mois, le chef de l'État a lui-même distingué les premiers. Le ministère de la Culture vient de récompenser les 2e et 3e prix de son département. Le djembé retentit dans la salle de conférence de la Bibliothèque nationale. Une prestation du groupe Korabala Djem pour célébrer les 6 lauréats classés 2e et 3e à la Journée nationale d'excellence 2021 département culture. Ces artistes reçoivent la reconnaissance du ministère de la Culture pour leur mérite dans le secteur de la littérature, du cinéma, des arts vivants et visuels. C'est en leur nom que l'écrivaine Anzata Ouattara a exprimé toute sa gratitude à l'égard du chef de l'État. La ministre de tutelle, Françoise Remarque, a invité tous les artistes à redoubler d'efforts pour une valorisation de l'image du pays sur le plan international. En 2021, l'on a enregistré 3 grands lauréats pour le prix national d'excellence secteur culture. L'écrivaine Marguerite Aboué et les comédiens Adrienne Coutouan et Michel Gou. Un petit mot d'actualité internationale. Donc, après ce reportage de Jean-Marc Djadji, on part au Mali. 5 jours après l'annonce d'une nouvelle transition d'une durée de 24 mois, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a signé dans la nuit de vendredi à samedi un décret portant création de la commission de rédaction de la nouvelle constitution. Les membres de cette commission qu'il va nommer vont travailler sous son autorité pour présenter un avant-projet de loi portant constitution du Mali. Dans le cadre de la refondation, l'équipe de rédaction a 2 mois pour rendre ce projet de nouvelle constitution. On vote ce dimanche en France. Quelques 48 millions d'électeurs sont appelés à désigner leurs députés jusqu'à ce soir. C'est le premier tour des législatives, 1 mois et demi après la réélection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République. Des élections cruciales puisqu'elles vont déterminer la couleur politique du prochain gouvernement et qui risquent d'être marquées par une forte abstention. À 12 heures, la participation s'élevait à 18,43% de participation, en baisse donc de 0,8 points par rapport à 2017. Rentrons chez nous, revenons en Côte d'Ivoire et allons nettoyer nos plages. Le 5 juin dernier, à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, et le 8 juin, la Journée des océans, l'ONG Amistad a initié une activité de nettoyage des plages. Une opération qui a mobilisé des centaines de jeunes Ivoiriens et Marocains. David Soyo, Franck Quadio, reportage. Grand Bassam, au sud d'Abidjan, muni d'engins divers, 7 bénévoles d'ONG et agents d'assainissement de la mairie investissent les plages pour l'opération Bassam, plage propre. On ouvre les cas, on ramasse tout ce qui est plastique et on refait comme les algues. On ne ramasse pas les algues. Les algues, c'est pour nous, c'est destination. L'idée, débarrasser les plages des déchets humains et ceux charriés par la mer. C'est nous qui salissons la plage, on oublie simplement que à un moment donné, il va falloir que nous nettoyions. Et aujourd'hui, on fait fort bien de venir vraiment nettoyer tout ce qu'il y a comme, on va dire, plastique, parce que c'est ce qui gâte beaucoup l'environnement. Aux côtés de ces bénévoles ivoiriens, la communauté marocaine. On a beaucoup de plastique, malheureusement. Il faut attirer l'attention sur le fait que le plastique n'est pas biodégradable.
Il ne faut pas jeter le plastique ni par terre, ni dans l'eau, ni sur le sable. Des ressortissants du royaume chérifien en grand nombre et de tout âge, Abdel Malek Ketani, l'ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire, est de la partie. Nous sommes aux côtés de nos frères ivoiriens, comme on l'a toujours été. La salubrité au niveau de la plage est très importante. Les jeunes et les moins jeunes doivent faire attention à garder leur environnement propre. Ça, c'est une nécessité à travers le monde, mais on essaie de contribuer à notre niveau ici sur la plage de Bassam pour que tous ceux qui nous regardent aujourd'hui comprennent que c'est important de préserver la nature pour nous-mêmes et pour les générations qui viennent. Sur environ 2 km de littoral, Ivoiriens et Marocains ont collecté 1,5 tonnes de déchets protéiformes. Une satisfaction pour l'ambassadeur du Maroc, la tutelle et l'ONG Amistad, initiateur de l'activité. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler avec les collectivités pour mettre en place une véritable stratégie de développement de l'économie bleue au niveau local. Cela va partir déjà de la création d'unités de transformation de ces déchets-là, notamment en pavé. Nous avons de belles plages et notre idéal, c'est de les maintenir toutes propres. Et donc, des actions qui consistent à nettoyer donc, les plages, à y enlever les déchets solides, les déchets plastiques, sont vraiment à saluer. L'opération Bassam Plage Propre s'inscrit dans les activités des Journées mondiales de l'environnement et celle de l'océan. Selon les organisateurs, cette action marque également le démarrage de la campagne de sensibilisation et de nettoyage de nos plages. Résultat escompté, un panorama plus beau et mieux profiter de la douceur des vagues. Et voilà qui nous mène tout droit au magazine du dimanche, magazine consacré au même sujet, la protection de l'environnement. Notre invité est déjà en plateau, c'est professeur Oshou Abbé Delphin. Bienvenue, professeur. Permettez-moi de planter le décor avec cet élément que nous propose la dynamique Grace Kando. La quinzaine nationale de l'environnement et du développement durable vise à mettre en exergue les meilleures pratiques de protection de l'environnement, promouvoir les innovations technologiques vertes axées sur le développement durable et à sensibiliser les populations sur l'amélioration du cadre de vie. Cette célébration s'articule autour de 4 journées mondiales, à savoir la Journée mondiale de l'environnement célébrée le 5 juin, la Journée mondiale des océans célébrée le 8 juin, la Journée internationale de la biodiversité célébrée le 13 juin, et la Journée mondiale de la lutte contre la désertification et la sécheresse, célébrée le 17 juin. Cette édition 2022 de la quinzaine nationale de l'environnement est placée sous le sceau de l'engagement. Professeur Grace Kando vient de nous faire un résumé de la quinzaine de l'environnement, en tout cas ce qu'on doit savoir. Mais on a la chance de vous avoir sur notre plateau, alors vous allez nous le dire en 2-3 mots. La quinzaine de l'environnement, qu'est-ce que c'est? De quoi il s'agit? Merci, M. Diaby. Avant tout propos, je voudrais dire au nom de M. le ministre de l'Environnement et du Développement durable, merci à la RTI, première chaîne, pour l'occasion qu'elle nous donne de parler d'une problématique de l'environnement, surtout la quinzaine nationale. La quinzaine nationale de l'environnement, c'est un cadre qui a été initié au niveau de l'environnement pour sensibiliser, communiquer avec les populations, les informer sur les problématiques majeures, les défis majeurs qui se posent en termes par rapport à l'environnement, à l'humanité. Tout le monde le sait, tout le monde le dit. Actuellement, ce n'est plus quelque chose qui est caché. Notre environnement est en forte dégradation et il faut, entre autres actions, il faut sensibiliser les êtres humains parce que c'est de par leurs activités que nous subissons cette dégradation. Cette quinzaine de l'environnement a donc lieu du 5. Elle a démarré depuis le 5 et elle va courir jusqu'au 17 juin prochain. Comment elle se déroule? Où se déroule-t-elle? Cette quinzaine, comme on l'a dit, c'est une période de 2 semaines pendant laquelle les acteurs du ministère de l'Environnement, mais aussi d'autres acteurs, notamment la société civile, le secteur privé, les collectivités territoriales sont invités à sensibiliser les communautés, les populations par rapport à ces problèmes. Et donc ça a lieu du 5, comme on l'a dit, jusqu'au 14. La Journée mondiale de l'environnement elle-même, qui devrait avoir lieu le 5, a eu lieu le 7, parce que le 5 était un dimanche.
Et donc, ça a eu lieu ici à Abidjan. La célébration officielle a eu lieu à Abidjan, ici à la salle Houphouët-Boigny de l'hôtel du district d'Abidjan. En ce qui concerne la journée mondiale des océans, elle a été célébrée le 8 juin. Le 8 juin à Grand Laou. Avant que vous poursuiviez, il faut préciser que la particularité cette année, c'est que la quinzaine ne va être effectuée que par la célébration des journées. Des journées, tout simplement parce qu'il faut dire que un peu avant, du 9 au 20 mai, la Côte d'Ivoire a été le théâtre, sinon la tribune de la COP 15 sur la désertification, la sécheresse. Voilà. Et donc, logiquement, il devrait y avoir la journée de la biodiversité qui devait se tenir le 22 mai, mais compte tenu de ce que vous venez d'évoquer, cette journée a été reportée au 13 juin. Ça aura lieu demain à Beaunois. D'accord. Et par la suite, on va célébrer aussi la journée de la désertification à Bongouanou, le 17 juin. Le 17 juin, pour boucler donc la boucle. Et après plusieurs éditions aujourd'hui, parce qu'on est quand même à l'édition 2022, il y en a eu plusieurs. Quels résultats vous avez obtenus depuis? Après toutes ces sensibilisations pour la protection de l'environnement, qu'est-ce qu'on a obtenu comme résultat? Vous savez, en termes de sensibilisation, les résultats ne sont pas toujours quantifiables, mais palpables. Mais ce qu'on peut dire, c'est que de plus en plus, il y a une très bonne prise de conscience de la problématique de l'environnement. De plus en plus, partout, les décideurs en parlent, le secteur privé est conscient de la problématique de l'environnement, des facteurs qui militent en faveur de la destruction de l'environnement. Les ONG prennent leur part, les collectivités territoriales aussi. Et je pense qu'avec toutes les activités qui sont menées, avec les différentes conférences des parties sur les changements climatiques, sur la biodiversité, je pense que désormais, en Côte d'Ivoire, tout le monde sait qu'il y a un problème au niveau de l'environnement et qu'il faut résolument prendre des actions. Mais par rapport à cela, il faut dire que le gouvernement lui-même mène de nombreuses actions. Nous avons un cadre législatif, un cadre institutionnel, un cadre réglementaire qui permet de mener des actions. Il y a des agences qui travaillent sur les problématiques de l'environnement. Je voudrais citer le CIAPOL, l'AN2, l'OIPR, l'ANAGED, etc., qui prennent des actions. Il y a aussi des projets d'envergure qui viennent de plus en plus pour cibler des problèmes et résoudre et apporter des solutions novatrices pour pouvoir lutter contre cette dégradation. Alors dites-nous tout de suite, quelles sont les grandes problématiques de l'environnement? Alors, les grandes problématiques de l'environnement, il y a d'abord, dans un premier temps, la dégradation de l'environnement au niveau local. Je prendrai donc les problèmes de la biodiversité. La Côte d'Ivoire est un pays forestier, tout le monde le sait, mais aujourd'hui, tout le monde le sait, aux environs des années 1900, on était à 16 millions d'hectares. À cause des activités que nous avons, nous sommes à moins de 3 millions d'hectares. Cela veut dire que ça, c'est un gros problème, alors que le couvert forestier contribue énormément à l'équilibre climatique. Nous avons donc aussi le problème de changement climatique. Le problème de changement climatique est avéré. Tout le monde à la COP 15, la grande COP 15 à Paris, où la sonnette d'alarme a été tirée et la Côte d'Ivoire subit déjà les affres de changement climatique à travers donc des inondations plus fréquentes. Au niveau de l'autre côté du nord, il y a aussi la désertification qui se manifeste. Et donc, toutes ces problématiques-là montrent que la Côte d'Ivoire n'est pas épargnée et donc il faut prendre des actions. Mais tout cela, il faut le dire aussi, est lié à nos activités, à nos pratiques qui ne sont pas durables. C'est pour cela que la communauté internationale nous appelle à aller vers le développement durable. Et d'ailleurs, l'initiative d'Abidjan, prise à l'issue donc de la COP 15. À l'issue de la COP 15, oui, vient justement pour apporter des solutions innovantes. Le problème par rapport aux actions, c'est le nerf de la guerre.
c'est-à-dire le problème d'argent. Or, avec cette initiative du président de la République, nous sommes déjà à des promesses d'un peu plus de 2,3 milliards de dollars, et cela devrait promettre à la Côte d'Ivoire et certainement à la sous-région de mener des actions d'envergure novatrices, capables de véritablement nous amener vers le développement durable. Et parmi ces grandes problématiques, il y a aussi la pollution des sols, pollution de l'air, de l'eau, etc. Et même la dégradation de l'écosystème avec cette déforestation dont vous avez parlé. Mais vous venez de l'évoquer, la COP 21, on était en 2015 en France. Qu'en est-il de toutes ces promesses? Vous venez encore d'évoquer 2,5 milliards de promesses, mais il y a des promesses, il y a des promesses. Qu'en est-il déjà des 100 milliards de dollars qui vous avaient été promis, enfin, qui ont été promis aux pays en développement par les grandes nations qui, elles, sont plutôt à la base de cette pollution à laquelle on assiste? Voilà, je voudrais profiter pour situer juste la problématique du changement climatique. D'accord. Et dire donc que dans la lutte contre le changement climatique, nous avons deux piliers importants. C'est l'atténuation des gaz à effet de serre qui sont à la base du réchauffement climatique. Ces gaz-là, c'est de par nos activités, mais tout le monde sait que ce sont les pays industrialisés qui sont à la base. Malheureusement, en termes d'impact du changement climatique, l'Afrique subit le plus. Nous sommes dans une zone intertropicale, notre climat est très instable et donc nous subissons plus, surtout que nos richesses, nos moyens de subsistance sont liés à des ressources naturelles et qui sont très sensibles au climat. Et donc du coup, à cette COP, il était question que la communauté internationale, notamment les pays industrialisés, puissent mettre des moyens à notre disposition pour nous adapter. Donc nous sommes bien sûr concernés par l'atténuation, mais surtout nous devrions nous adapter aux problèmes de l'érosion côtière, aux problèmes de ressources en eau, aux problèmes, etc. etc. Et c'est en cela qu'un appui financier vous avez été promis. C'est une promesse. Il y a toujours la promesse, mais maintenant tenir la promesse, c'est un autre problème. On en est à combien? Vous avez perçu combien? Les pays en développement, pas uniquement la Côte d'Ivoire. Pour le moment, le bilan n'est pas très clair parce que quand on parle de combien, ce qui ressort, c'est qu'on nous dit que nous sommes assistés par-ci, par-là, à travers certains programmes, etc., etc. Et donc, il est difficile de cerner l'apport. Mais ce qui est sûr, c'est que nous sommes à un pourcentage très faible de ce qui a été promis. D'accord. Professeur Oshou, face à toutes ces problématiques que vous venez de citer, que faut-il faire? Est-ce qu'il faut tenter d'y remédier ou plutôt chercher à s'adapter? Y remédier, c'est aussi s'adapter. Parce que si on s'adapte, on y remédie. Et donc, c'est pour cela que... S'adapter, j'étais en train de penser à vivre avec, mais faire en sorte que l'impact ne soit pas totalement grave pour mais pour s'adapter, on ne peut pas s'adapter sans rien faire. On ne peut pas s'adapter sans rien faire. S'adapter, c'est par exemple, je prends un cas des inondations récurrentes à Abidjan. Si on veut s'adapter à ces inondations, puisque nous ne pouvons pas empêcher la pluie, nous devrions changer notre façon de faire notre urbanisation. Oui. Nous devrions revoir les ouvrages de drainage en faisant un bon dimensionnement. Nous devrons sensibiliser la population pour ne pas faire des constructions anarchiques, pour ne pas occuper, par exemple, les ravins, etc., etc. C'est ça, s'adapter. Voilà, donc ce sont des solutions que nous recherchons tous ensemble. Et si rien n'est fait, on court à la catastrophe? Bien sûr, c'est pour cela que désormais, au niveau des Nations Unies, il y a ce qu'on appelle le cadre d'action de Sendai 2015-2030 pour la réduction des risques de catastrophes, où les pays sont invités à mettre en place des plateformes pour juguler justement toute cette catastrophe-là. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Comment on protège l'environnement? Il faut changer de paradigme, on en a entendu parler. C'est pour cela que le monde entier, à travers ces différentes journées, ces différentes conférences, eh bien, on cherche des solutions globales, mais qu'il faut venir au niveau local à mettre en œuvre. Et donc, c'est pour mettre en œuvre des programmes. Par exemple, je prends le cadre du programme du projet Waka, qui est un projet de lutte contre l'érosion côtière. Nous savons que notre littoral a des problèmes. Eh bien, un investissement
pour justement rendre les populations et l'environnement résilients face à cette avancée, ce sont des actions, des activités qu'il faut mener de façon concrète sur certaines problématiques. D'accord. La quinzaine de l'environnement est ponctuée de 3 journées habituellement, mais cette année, exceptionnellement, on en aura 4. Oui. La journée de l'environnement, c'était le 5 juin, la journée des océans, le 8 juin, la journée de la désertification et de la sécheresse, le 17 juin, mais précédée de la journée mondiale de la biodiversité, le 13 juin, qui va se tenir donc à Beaunois, vous l'avez dit, demain lundi 13 juin. Le 3 juillet aussi, le 3 juillet, c'est une date qui me plaît bien parce que c'est la journée mondiale sans sachet plastique. Ah oui, le sachet plastique, c'est une pollution locale et ça commence à prendre de l'ampleur puisque nos océans sont devenus des dépotoirs et il est important que la journée sans sachet plastique soit instaurée pour sensibiliser les populations. Mais professeur Ochou, ces sachets plastiques sont interdits en Côte d'Ivoire depuis près de 10 ans. Oui, depuis 2013, officiellement. Et pourtant? Oui, nous constatons qu'il y a quand même pas mal de difficultés pour mettre en application, je vais dire en œuvre ce décret, parce que vous savez, ce sont des problèmes parfois d'intérêt économique. Mais ce que je peux dire, c'est qu'en Côte d'Ivoire, nous avons tenté cela et il y a quand même certaines structures qui mettent en œuvre ce décret, notamment, on peut dire, les pharmacies, les boulangeries, les supermarchés. Sinon, dans nos coins de rue, on voit les vendeurs de sacs plastiques au vu et au su de tout le monde. Oui, ce sont les détaillants qui nous posent beaucoup de problèmes. Heureusement, nous avons maintenant une nouvelle politique de gestion des déchets solides avec l'ANAGED, avec le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité, qui fait des ramassages et ce qui fait que petit à petit, je pense que la sensibilisation aussi doit se faire. L'État en a conscience et certainement... Les détaillants, ils ne fabriquent pas eux-mêmes les sacs plastiques. Certainement que ça sort de certaines industries. Merci, professeur. Merci. Professeur Ochou Abbé Delphin, vous êtes coordonnateur du projet WACA, le projet d'investissement pour la résilience des zones côtières ouest-africaines, et vous êtes venu nous parler de l'environnement, de l'importance de la protection de l'environnement. Merci donc d'avoir accepté notre invitation et bon retour chez vous. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, et n'oubliez pas, chacun de nous doit jouer un rôle dans cette protection de l'environnement et de l'amélioration de la qualité du cadre de vie. Notre avenir en dépend. Bonne journée sur la chaîne Kiras.